Mesdames, Messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous nous recevez en ce moment. C'est un plaisir pour nous d'être une fois encore en votre compagnie. Cette émission hebdomadaire qui donne le pouvoir aux analyses, à l'information. Et vous le savez, dimanche 8 février plutôt, oui, la 10e législature va donc commencer par siéger à l'Assemblée nationale et on va l'installer officiellement. Eh bien, il s'agit ici, dans cette émission, de faire quelques analyses. Vous le savez, depuis l'avènement des forces vives de la conférence nationale, j'allais dire, qui a abouti à la démocratie, où nous avons commencé par expérimenter la démocratie avec la première législature au Bénin. Depuis lors, nous sommes à la 10e, mais aucune femme n'a encore siégé en tant que présidente, n'a été élue en tant que présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que nous pouvons nous permettre de rêver? Et cette fois-ci, mes analystes politiques vont nous en dire plus sur le thème de cette émission, ce numéro du Forum des rédactions. C'est bien installation de la 10e législature. Enfin, une femme au perchoir, c'est une grosse interrogation. Et cette émission sera conduite par Marcel Yedo, entouré de beaucoup d'autres experts à ses côtés, mais également c'est Gérard Moussa qui réalise, qui assure le son, et vous nous recevez chez vous parfaitement en ce moment. Vous le savez, sur ce plateau, les débatteurs vous seront présentés après cette virgule. Retour sur ce plateau, à ma gauche, lui, Hugues Hector Zogo, souvent à ma droite, s'est retrouvé à ma gauche. Oui, il a fui, et donc il est à ma gauche aujourd'hui. Hugues Hector Zogo, bonsoir ou bonjour. Bonsoir à vous, Maury et Arnaud Agua. Bonsoir Stéphane Archinochosso. Bonsoir également aux téléspectateurs et à tous les auditeurs de Diaspora FM qui éprouvent du plaisir à partager ces moments de plateau sur Forum des rédactions. Il a dévoilé sa présence sur ce plateau alors que je gardais un peu plus le suspense. Stéphane Archinochosso, de retour sur le Forum des rédactions, il nous l'a confié qu'il est comme encore un étranger sur le forum. Quand même, ça fait un moment. Stéphane Archinochosso, bienvenue, vous avez fait votre comeback. Oui, bonjour Maurice Agua, bonjour Hugues Hector Zogo. C'est un comeback, comme vous l'avez si bien dit. C'est un plaisir de vous retrouver à l'occasion de ces analyses que je me veux belle cette fois-ci. La liste des députés de la 10e législature est connue, mais plus encore, les femmes élues, en dehors des 24 sièges réservés aux femmes. Je sais que dans votre développement, vous reviendrez sur tous ces aspects. Aujourd'hui, quelles sont les femmes que nous avons à l'Assemblée nationale, Hugues Hector Zogo? Alors, je voudrais commencer d'abord, avant de pouvoir partager avec vous quelques noms de femmes que nous avons pu avoir la chance d'inscrire au titre de député à l'Assemblée nationale de cette 10e mandature. Avec plaisir. Évoquer le fait que nous sommes partis d'un constat assez criard. Oui. Déjà pour le compte de la 8e législature, le nombre de femmes était estimé à 7,23%. C'était donc la statistique qu'on avait au niveau de la 8e législature. D'accord. Et puis avec la 9e législature finissante qui est donc en train de passer témoin à cette 10e législature qui prend corps dès dimanche prochain, on est passé à un taux de 25,69%. D'accord. Vous mesurez un peu le gap qu'il y a. On est passé de 7,23 à 25,69%. Il faut rappeler que nous avons eu ce taux à cause de la discrimination positive. Exactement. Nous avons eu ce taux-là grâce à la discrimination positive. L'État est quand même grand, de 7 à 25%. Évidemment. C'est énorme. C'est énorme. Et puis c'est l'article 144 du Code électoral qui stipule que le nombre de députés à l'Assemblée nationale est de 109
dont 24 sièges exclusivement réservés aux femmes. Donc, ce qui fait qu'au niveau de chaque circonscription électorale de notre pays, il y a tout au moins une femme qui est élue députée à l'Assemblée nationale. Puisque vous m'en donnez l'opportunité, oui. Déjà, permettez-moi de vous demander, de nous dire peut-être alors le bienfait d'avoir instauré cette loi sur la discrimination positive ou si c'est un recul, dites-nous. C'est une avancée significative, c'est une avancée notable parce que vous savez, le Bénin travaille avec plusieurs partenaires techniques et financiers et le plus en vue c'est bien sûr le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement. Et cette institution internationale travaille plus avec les chiffres. C'est en fonction des chiffres qu'on vous accompagne, c'est en fonction des chiffres qu'on vous fait des recommandations pour apprécier votre mode de gouvernance, tout ça. Et donc, déjà le PNUD de 1991 à 2019, puisque la première législature a été installée en 1991, oui. Donc de cette première législature jusqu'en 2019, avant que la discrimination positive soit applicable, oui. Le PNUD avait déjà fait un constat. Le constat est que la représentation féminine à l'Assemblée nationale n'a jamais dépassé les 10%. Ça, c'est le constat qui est fait par le PNUD. Donc, une institution internationale qui, de loin, essaye d'apprécier quand même comment est-ce que le Bénin la représentativité des femmes à l'Assemblée nationale. Exactement. Comment le Bénin évolue avec le pouvoir donné aux femmes. Et donc, le constat, c'est que ça oscille entre 4,69% et 9,63%. Donc, le fort taux qu'on a pu avoir en termes de représentativité de femmes avant que l'on ne démarre la 9e sur près de 20 ans, on va dire, hein, sur près de 20 ans. Sur un peu plus de 20 ans. Donc, c'est avec ce taux de 9,63. Donc, le seuil symbolique, à la limite, s'est retrouvé à 10%. Ça. Donc, quand une institution comme le PNUD commence par faire cette bataille-là, si vous tenez quand même à bénéficier de leur accompagnement, si vous tenez à avoir de leur expertise pour aider vos populations à vivre de manière décente au quotidien, vous êtes tenu de tenir compte des recommandations. Et donc, voilà des choses qui n'ont pas été clairement énoncées au moment où on était en train de travailler à la relecture ou au vote de ce code électoral-là. Parce que vous savez, ça a fait susciter beaucoup d'encre de salive. Avant de revenir sur ma première question à vous, je vais alors permettre à Stéphane Arinrossou aussi de réagir par rapport à sur cet angle. Stéphane Arinrossou, on entend les gens dire que les femmes, il a fallu qu'elles soient favorisées. On parle de favoritisme par rapport à cette loi, qu'on parle de loi sur la discrimination positive. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne sais pas si c'est oui ou c'est non, je vais dire, mais je trouve que parler de favoritisme, c'est trop dire. C'est trop dire. C'est comme si ces femmes-là ne méritaient pas. Mais il fallait poser un acte pour sortir ces femmes de l'ornière. Parce que, qu'on le veuille ou pas, même si d'un certain point de vue, des dynamiques socio-culturelles et des dynamiques politiques qui étaient en cours, où les femmes étaient sous l'ombre des hommes, il fallait... Et qui avaient du mal même à les positionner tête de liste. Voilà, qui avaient du mal à les positionner. Il fallait quand même trouver un mécanisme là pour sortir ces femmes-là. Parce qu'il y a quand même des femmes qui avaient du mérite et qui vivaient sous l'ombre des hommes véritablement. Donc, il fallait cette mesure juridique-là pour sortir ces femmes-là de l'ombre. Donc, parler de favoritisme, je pense que c'est trop dit. Par ailleurs, je pense que... J'apporte de l'eau, je ne vous coupe pas, hein, je vais vous rappeler là où vous êtes arrêté, c'est par ailleurs. Mais j'apporte de l'eau à votre moulin, c'est quand on sait que c'est la première femme positionnée sur la liste d'un parti politique qui bénéficie de cette loi, mais aussi il faudra d'abord que son parti remporte la majorité des sièges. Évidemment, évidemment. Et je veux dire que c'est bien que vous ayez fait cette précision, mais je voudrais relever deux éléments.
C'est pourquoi je disais par ailleurs. Par ailleurs. Par ailleurs, donc, il faut dire que le fait qu'on ait voulu régler ce problème par le couloir du droit comporte pour moi également un autre piège. Le piège de ne pas dépasser un certain pourcentage de représentativité de femmes. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dit poste réservé aux femmes, c'est un boulevard ouvert aux acteurs politiques pour dire que la loi, dans sa disposition, réserve déjà un certain portefeuille pour les femmes. C'est pour cela que je dis qu'il y a un piège à ce niveau. Et vous allez constater que les partis ne font plus vraiment d'efforts outre mesure que ce qui a été prévu par la loi. C'est le cas de l'UPF par exemple. Le seul parti qui a fait véritablement d'efforts, c'est le parti BR, qui a pu positionner des femmes tête de liste. Or, il y a des femmes qui ont été positionnées sur la ligne de femmes réservée aux femmes qui auraient pu être positionnées tête de liste dans certaines circonscriptions et qui auraient remporté la bataille. Et donc, qui aurait permis à des femmes, à 2 femmes d'être élues dans une circonscription. Et donc, le fait de ne pas pouvoir tenir compte de ça peut être un piège pour les acteurs. On trouve qu'elles en ont déjà du trop. De trop. Qu'elles sont déjà... Bon, je ne veux pas utiliser le mot favoriser. Deuxième élément que je voudrais dire, ça peut également amener les femmes à se retrouver dans un certain confort et ne pas travailler un peu plus parce que... Et viser seulement le siège, parce que la position de la première femme. Voilà, et elles vont se batailler pour ça. Et même se quereller pour ça. Il peut y avoir même guerre de leadership. Alors que, oubliant ça, elles peuvent se mettre ensemble, batailler dans les couloirs politiques pour être positionnées tête de liste. Et donc, les femmes ne doivent pas se... Travailler pour qu'on ait 50 femmes à l'Assemblée nationale. Parce que j'estime que cette loi, même si elle avantage les femmes, elle est quelque peu limitative. Elle est limitative en ce sens que, voyez-vous, ça laisse croire que les femmes ne peuvent pas grand chose. Or, on rentre dans certaines circonscriptions, il y a des femmes qui peuvent beaucoup, qui ont le poids électoral qu'il faut, qui ont les moyens le bagou qui ont les moyens financiers qu'il faut pour faire le job. Et donc, je trouve que c'est quand même bien, Hugues a quand même rappelé certains chiffres qui montrent que, à la faveur du vote de cette loi, on a connu des avancées. Maintenant qu'il y a eu cette avancée-là, il faut aller au-delà. Et c'est ce combat-là que les femmes doivent commencer par faire pour dire, c'est vrai, il y a eu discrimination positive, mais ce que nous voulons, c'est qu'il y a des femmes qui aient le droit, au-delà de ce qui est prévu par la loi, d'être positionnées tête de liste. Parce que si elles ne font pas ce combat à l'intérieur des formations politiques, ça ne va pas marcher. Et puis, pendant que vous parliez, je suis allé checker un peu Hugues Hector Zogou pour voir un peu, par exemple, au Rwanda, ce qu'il en est. Puisque vous nous avancez des chiffres, on ne me précise pas l'année, mais on me dit ici que, Chambre des députés, la proportion des femmes dépasse 61%. Certaines sources indiquent 61,30% à 63,75%, plaçant le pays au premier plan mondial. C'est extraordinaire. À votre avis, qu'est-ce qui pourrait expliquer quand même cette contextualisation? Je me rends simplement compte que c'est déjà au niveau de la vie des partis politiques que le combat se mène. Comme l'a dit Stéphane. Exactement, parce que si vous regardez... Mais il faut aussi la détermination des femmes. Mais les femmes béninoises... S'ils attendent les hommes, non, mais ils ne vont pas atteindre en réalité, si on est arrivé à cette démarche-là, c'est parce que les femmes béninoises, que ce soit celles politiques ou non politiques, ont effectivement mené le combat. Et elles ont pu avoir un lobby susceptible, donc, à l'extérieur, de mettre tellement de pression sur les institutions de la République au point où nous soyons avec ce résultat qui est face à nous. Parce que ne l'oublions pas, quand vous regardez très bien les formations politiques, vous vous rendez compte que les femmes occupent les derniers postes, c'est-à-dire les postes où il n'y a forcément pas de pouvoir de décision à prendre a priori, ce sont ces postes-là qu'on lègue aux femmes. Vous allez voir les femmes tout le temps à des postes adjoints. Trésorières. Oui, parfois même trésorières, parce que
trésorier, on considère que la femme gère bien nos ressources financières. Mais parfois, il y a des postes... J'aime voir les femmes présidentes. Oui, exactement. Dans les associations. Elles sont déterminées, elles travaillent bien, elles innovent, même, elles font avancer les choses. C'est-à-dire que quand vous avez... Honnêtement. Sans qu'elles ne disent mot, elles inspirent respect. Et dès qu'il y a une femme à la tête d'une institution, les gens savent qu'il y a très peu de dossiers de corruption qui pourront passer au cours de la mandature. Et donc, le défi aujourd'hui, pour les partis politiques, c'est de tout mettre en œuvre pour installer au niveau des bureaux exécutifs la présence de plusieurs femmes. Non pas installer les femmes parce qu'il faut y emmener, mais effectivement déplacer les têtes pensantes. Je vous donne un exemple simple. Prenez Maître Marie-Élise Bédot. Oui. Vous avez vu tout le combat que cette juriste-là a pu mener dans notre pays. Oui. Elle aurait pu, à défaut d'être présidente de la République, obtenir un très bon taux aux élections présidentielles. Oui. Mais vous avez vu comment est-ce que les hommes l'ont combattu. Oui, mais... Les hommes ont aidé même d'autres femmes Elle était au milieu des gros poissons. Évidemment. Les gros poissons mangent les petits. Parce qu'on se dit que si jamais une juriste de sa trempe arrive à se retrouver à la tête d'une institution qu'est la présidence de la République, elle va taper dans la fourmilière et donc ça risque de faire très mal. Quand on revient à la question évoquée, il a évoqué le fait que ça pourrait être un piège pour les partis politiques. Ça n'a pas été un piège pour les partis politiques, bien au contraire. Ce sont les partis politiques qui exploitent cette stratégie-là. Mais bien sûr, c'est un piège parce qu'on n'a eu que 4 femmes élues en dehors des 24 prévues par la loi. Évidemment, c'est le bloc On aurait pu avoir 10 ou avoir 20. En fait, ce n'est pas un... Si elles étaient bien positionnées, je vais dire oui. Si elles étaient mieux positionnées. Ce n'est pas un piège pour les partis politiques, mais c'est plutôt la stratégie des hommes à ne pas laisser les femmes émerger à la tête des instances politiques. Parce que, en réalité, quand vous suivez toutes les institutions de la République, à la date d'aujourd'hui, on a au niveau de la Haute Cour de justice le professeur Dandi Nyamou, mais tout le reste, dirigé par des hommes. Vous voulez une boude? Dites-le. Est-ce que les hommes se comportent comme ça parce qu'ils estiment que ce sont eux qui ont acheté le foyer, ce sont eux qui dépensent? Par contre, oui, certaines femmes aussi dépensent dans le foyer, mais beaucoup stockent leur argent sur les comptes. C'est ce qu'ils évoquent. C'est ce qu'ils évoquent en réalité pour ne pas permettre à la femme de se faire élire. Sinon, comment comprendre? Quand on parcourt un peu la liste des 24 femmes qui ont été élues au regard de l'article portant sur la discrimination positive, vous en avez de très grandes factures qui auraient pu être positionnées tête de liste ou même deuxième de la liste et travailleraient à offrir à leur formation politique au niveau de leur circonscription électorale plus de députés élus que ce qu'on a pu obtenir là. On a fait de belles analyses jusque-là. On va permettre à Stéphane de dire un mot. Sinon, pour ne pas s'éloigner. Exactement. Parce que sinon, le temps va nous surprendre. Oui, je veux juste compléter 2 éléments. Je ne sais pas si c'est compléter ou creuser l'idée de Hugues pour dire qu'elle parlait de Bédot. Le contexte de Marie-Élise Bédot était un contexte quand même de pionnier. Parce que ce n'était pas facile à l'époque où Marie-Élise Bédot prenait la parole, défendait les femmes. Ce n'était pas du tout facile. Et aussi candidate. Voilà. Oui, et c'était même au prix de sa réputation parce que on lui collait l'étiquette de Yon Deblon Assoufou. Voilà, et mais il y a des Yon Assoufou. Donc, c'était pas vraiment facile. Et aujourd'hui, je trouve que elle a bien fait parce que sa lutte a fini par payer aujourd'hui. Et donc, les femmes ou les filles d'aujourd'hui doivent pouvoir s'inscrire dans cette dynamique-là. Parce que je continue pas à dire que... Ce n'est pas qu'une lutte, je vois ça aussi comme sacrifice. C'est sacrifié. C'est vrai. Voilà, parce que je continue toujours pas à défendre la thèse ou l'idée que les problèmes sociaux ne se règlent pas fondamentalement par les lois. Parce que les lois sont des palliatives. Je trouve que lorsque on a des problèmes sociaux, on les règle par le combat. On les règle par le combat. Et si les femmes ne se lèvent pas pour défendre leur cause, je trouve que ça va être compliqué. Et Hugues a dit quelque chose de très intéressant, qu'il faut aujourd'hui que les femmes soient au niveau
des instances de décision au niveau des partis politiques. Parce que tant que les femmes ne seront pas là, les hommes vont se retrouver autour autour d'une bouteille de champagne et se dire, bon ok, celle-là, qu'est-ce qu'on lui offre, celle-là, qu'est-ce qu'on lui offre. Non, mais il faut que les femmes soient là pour défendre les idées, pour défendre leurs convictions, de sorte que quand une femme émerge, qu'on ne dise pas que est-ce qu'elle a le finir. Si ce n'est pas la loi, est-ce qu'elle serait là? Non, que ce ne soit pas ça. Si elle émerge, que ce soit, mais ces femmes-là se sont battues pour être là. Et elles vont mériter respect et admiration. Hugues Hector Zogo, Stéphane Akinrossou, il est intransigeant pour moi dans ma tête de dire qu'il n'est pas temps qu'une femme prenne les rênes de l'Assemblée nationale. Nous avons déjà vu des femmes siéger dans des bureaux à l'Assemblée nationale. L'image qui me revient, c'est celle de l'honorable Sofiatou Tchanou. C'est bien Sofiatou, on l'appelle. Sofiatou, j'ai bien prononcé. Tchanou, qui a siégé dans un bureau de l'Assemblée nationale. L'honorable Claudine Prudencio, qui a siégé en tant que premier secrétaire parlementaire. D'accord, si mes souvenirs sont bons. Des femmes qui ont prouvé des choses à l'Assemblée nationale. Hugues Hector Zogo, disons-nous la vérité, est-ce qu'il n'est pas temps que des femmes prennent les rênes de l'Assemblée nationale où les hommes ne sont pas prêts, où les politiques ne sont pas prêts? Et quelles sont les femmes que vous voyez? Je ne veux pas dire capables, mais qui peuvent quand même avoir le cran qu'il faut pour s'en sortir si on leur confie cette responsabilité. Alors, c'est assez pertinent. Hein, un exercice difficile. C'est un exercice très difficile parce que la période dans laquelle déjà on se retrouve, vous savez, il y a les tractations politiques, il y a les jeux de couloir actuellement. Pour que... Et peut-être on peut dire que le jeu est déjà fait. Peut-être que cette émission... Pas forcément. C'est pas évident. C'est pas évident. Le jeu soit déjà fait. Là, vous me surprenez. C'est ça. Là, vous me surprenez. C'est pas évident. Et il faut déjà commencer par féliciter le parti Bloc républicain. Il faut féliciter ce parti parce que, au-delà de la discrimination positive, il y a eu cette formation politique qui a réussi à faire élire 4 autres femmes. Donc, ce qui nous donne aujourd'hui, au total, à l'Assemblée nationale, 28 femmes à pouvoir siéger. Vous voulez vous dire que l'UP Le Renouveau n'a réussi à faire élire aucune en dehors des sièges? Non, en dehors des 24 circonscriptions. Ça, non. On ne veut pas dire, c'est un fait. Non, c'est-à-dire en dehors des 24 qui ont été élus au regard de la loi. Il n'y a pas eu une autre femme qui a été positionnée et qui a eu la chance de se faire élire. Ça ne voudrait pas dire qu'ils n'ont pas positionné des femmes. Mais les femmes n'ont pas pu se faire élire. Donc, le positionnement stratégique, sans aucun doute, du Bloc républicain au niveau de la 15e circonscription électorale, la 16e circonscription électorale, la 19e circonscription électorale et puis la 21e circonscription électorale, le positionnement stratégique a pu profiter le Bloc républicain. Alors, quand on revient maintenant au niveau de la formation Union progressiste Le Renouveau, puisque vous êtes en train de parler déjà des figures émergentes, il y a quand même des figures capables. Il y a le regard qui peut être porté sur l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. C'est par là que vous démarrez. Je démarre par là et je trouve même que c'est la figure la mieux indiquée aujourd'hui au niveau des femmes députées à pouvoir donc bénéficier de la confiance de la formation Union progressiste Le Renouveau pour le perchoir. Pour une raison simple. Laquelle? Elle a eu la chance de faire l'expérience d'une formation politique. Elle a conduit un parti politique. Elle en a vécu les peines. Les méandres. Les méandres. Vous utilisez le mot exact. Elle a connu les méandres d'un parcours politique. Au cœur, je vais dire, des géants de la classe politique de notre pays. Vous ne voulez pas dire loup? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas des loups, non, du tout. Mais des géants. Pas loup-garou, hein? Des géants. Des géants. Loup gentil. Il n'y a même pas eu de loup. Je parle des géants parce que, regardez un peu, par exemple, Maître Adrien Humbéyi.
ancien président de l'Assemblée nationale, celui-là qui s'est retrouvé 3 fois à occuper le poste de président de l'Assemblée nationale, mais qui sacrifie à un moment donné sa formation politique pour se retrouver au niveau de l'Union progressiste Le Renouveau. Et quand ce sacrifice-là se fait, vous mesurez un peu ce que ça peut nécessiter en termes de challenge pour le leader qu'il a été. Parce que les anciens camarades politiques qui étaient derrière lui et qui se disaient « notre avenir se retrouve dans le PRD », à partir de ce moment-là, ils perdent d'une manière ou d'une autre un peu plus de poids. Parce qu'ils vont se retrouver au cœur d'une nouvelle formation politique. Et ça a été pratiquement la même chose. Bon, lui-même avait dit PRD va beaucoup brûler. Bon, il a dit, mais pourtant, est-ce que vous aviez eu, par exemple, pour le compte de cette 10e législature, est-ce que vous aviez eu un ancien camarade PRD qui s'est fait élire député au titre de la mandature qui s'ouvre? Donc, voilà des éléments, avant que vous ne soyez quand même leader politique et vous parveniez à prendre la décision d'aller à une fusion, ça voudrait dire qu'il y a eu beaucoup de sacrifices et de mécontents. Voilà, que vous créez des mécontents, mais vous créez les mécontents parce que, quoi qu'il advienne, vous voulez servir la République. Oui. Entre les intérêts de vos partisans et le service à la République, à un moment donné, le choix s'impose à vous. Et donc, je crois quand même que l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, avec un peu plus de recul, a dû comprendre que la République a besoin d'elle à un autre niveau. Et donc, par conséquent, qu'est-ce qu'elle a à faire que de s'effacer, de s'oublier? Parce que, ne l'oubliez pas, elle a même construit un siège pour cette formation politique-là. Bien sûr. Elle a construit un siège pour la formation politique. Ça voudrait dire qu'elle portait une très grande vision pour Renaissance nationale. Mais quand le moment arrive, et on doit pouvoir faire le bilan, et on se rend compte que pour avancer, il faut pouvoir respecter ce qu'on appelle la discipline de groupe. Parce que vous dites que vous appartenez à la mouvance présidentielle. Et au même moment, il y a une sorte d'émiettement. Et quand le leader vous donne les orientations, il est là, il vous observe. Absolument. Le leader actuel, c'est le président de la République. Oui, et donc, il observe les différents acteurs qui se disent être alliés sur sa vision, sur sa démarche. Qu'est-ce que l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio allait faire? C'était dans la tête de beaucoup de personnes. À l'opposé, vous avez par exemple Jacques Ayagui. Bien que ministre conseiller auprès du président de la République, il n'a pas fait ce sacrifice-là. Mouel Bénet a tenu tête. Donc, à l'ensemble, non, je ne veux pas dire tenir tête, à faire une autre option. Oui, c'est ma manière, c'est ma manière de faire mon analyse. Je trouve que c'est tenir tête. Bon, parce que je trouve dur que de dire que c'est de tenir tête. Parce qu'il n'était pas obligé. Et le dire, c'est comme si on a obligé quelqu'un à faire une fusion. Non, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une obligation. Mais à un moment donné, il ne fallait pas oublier le code électoral que nous avions eu. Ne nous éloignons surtout pas. Je ne vous éloigne pas du tout. C'est juste un élément que je voulais faire ressortir. Le code électoral que nous avions eu, à un moment donné, aurait pu profiter exclusivement le parti de l'opposition, les démocrates. Parce que le parti partout disait, nous sommes le parti du peuple. Et donc, s'ils allaient aux élections et ils remportaient la majorité des sièges, qu'est-ce qui allait se passer? Ça voudrait dire que l'opposition retournerait dans les mains, c'est-à-dire le Parlement retournerait dans les mains de l'opposition. Oui. Et donc le perchoir serait dans les mains de l'opposition. Oui. Alors qu'il y a le chef d'État qui est en train de finir son mandat, et il y a un autre dauphin qui doit pouvoir prendre éventuellement si les populations béninoises accordaient leur suffrage à ce dernier. Donc le défi était imminent. C'était soit sauver les acquis portés par le chef de l'État Patrice Talon, ou aller en rang dispersé et donner la possibilité à l'opposition de damer le pignon. Et donc, le choix a été clair. Mouel Bénet a fait son choix. Mouel Bénet a préféré donc tenir tête à l'ensemble de la mouvance. RN également a fait son choix. RN a fait son choix. Et vous trouvez que l'honorable Claudine Prudencio est une figure capable. Elle est une figure capable. Et puis, elle a déjà siégé comme présidente. Elle a déjà siégé au bureau de l'Assemblée nationale. Et vous elle est allée au Parlement panafricain. Au Parlement panafricain. Oui. Et vous connaissez très bien son parcours. D'abord avec l'ancien président Émile Derlin Zinsou, de qui, je vais dire, elle a pu
à prendre le b.a.-ba de la politique. Plusieurs fois ministre. Plusieurs fois ministre. S'est retrouvé donc à travailler d'arrache-pied à côté de l'honorable Rosine Vieira Soglo, de regretter mémoire. Donc c'est quand même une dame qui a du cran. Et vous aviez vu, elle soutenait la mouvance présidentielle, mais au moment où il y avait quand même des sujets d'intérêt national, elle ne manquait pas de prendre la parole. Réaction, c'est Stéphane, assez important. par rapport déjà à cette première analyse, par rapport à cette première femme désignée, avant qu'on aille peut-être sur une autre figure que vous-même vous entrevoyez. Oui, je voudrais quand même abonder dans le sens de... Vous corroborez ces idées. Hugues Hector Zogo. Pour commencer par dire que le premier élément, pour moi, qui me fait penser... Est-ce qu'il y a une autre femme de cette trempe de Claudine Prudencio parmi les femmes élues aujourd'hui? Le premier élément qui me fait penser que si les partis politiques venaient à vouloir proposer des femmes au poste de président de la République, de président de l'Assemblée nationale, de président de l'Assemblée nationale, autant pour moi, président de la République peut-être en 2000 combien? 33. Voilà, que Claudine Afiavi Prudencio ferait partie forcément des bons profils. Elle n'est pas seule, évidemment, parce que quand vous prenez... vous trouvez qui d'autre? Quand vous prenez quelqu'un comme Sofiat Tchanou. Ah oui? Sofiat Tchanou, ah oui? du BR. Oui. C'est quand même une femme assez... je me rappelle quand elle a siégé, elle donnait de la voix. Voilà, mais n'oublions pas, aujourd'hui le bloc républicain n'a pas la majorité. Non, moi je donne... C'est juste... on ne va pas forcément s'attabler sur la majorité, mais bon, les profils. Voilà. Même si la personne ne peut pas, au nom de la majorité, siéger, qu'on voit un peu les femmes, voilà, donc, quand même, qui sont dans la 10e. C'est ça. C'est cet aspect-là que je fais. Sophia Tchanou. Il y a Sophia Tchanou. Et donc, je dis que au-delà de Sophia Tchanou, il y a quand même Yahi Éléonore. Éléonore qui quand même qui siège pour la première fois. Voilà. Elle est de quel côté? UPR? Non, elle est BR. Elle est BR. Elle est BR. Et je pense que c'est quand même une femme assez formidable du point de vue même du point de vue de l'engagement politique. Et une femme de détermination. Elle est pondérée. Voilà, moi j'ai suivi un peu son discours pendant la campagne. Je pense qu'elle a quand même une certaine vision claire. Elle a été élue dans la 11e circonscription électorale. Voilà. Maintenant, je voulais revenir. Oui, sur, on va pas. Vous voyez qui encore? Non, je voulais revenir. Moi, je vois une femme, je ne sais pas si je peux, ça va vous surprendre, mais par exemple, je vais vous donner la parole, Chantal Ayi. Chantal Ayi, oui, c'est vrai que c'est une figure émergente de l'Assemblée nationale. Surtout vous dites qu'il reste de l'expérience à accumuler? C'est vrai qu'avec la mandature finissante, la 9e mandature... Elle n'était pas la 9e, non? Si, non. Elle était à la... elle était à la 8e. Oui, elle était à la 9e. Elle était à la 9e. Ministre conseiller de la République, non? Chantal Ayi. Vous ne savez pas de qui il s'agit? Si. Ministre conseiller, est-ce qu'elle était à l'Assemblée quand on l'a nommée ministre conseiller? Je crois on va checker. Elle a fait la 8e. Elle a fait la 8e, mais je ne l'ai pas vue à la 9e. 9e, c'est ça. Elle a fait la 8e, mais je ne l'ai pas vue à la 9e. Exactement, c'est ce qui s'est passé. Elle a fait la 8e. Et puis on s'est rendu quand même compte. On nous montrait tout à l'heure la photo de Éléonore, la ministre Yahi. Et on s'est rendu compte quand même qu'au moment où elle était à l'Assemblée nationale, elle revient avec une autre photo. Elle avait énormément. On parle de Chantal Ayi maintenant. Voilà. Elle avait apporté sa contribution. Si vous me permettez, je vais quand même finir. Bon, allez-y. De développer. Permettez-moi, Hugues Hector Zogo. Finissez votre développement. Finissez mon développement. Et donc, quand j'ai fini de citer ces femmes que je trouve avoir quand même une certaine trempe pour occuper ce fauteuil-là, je reviens pour dire maintenant que quand on prend toutes ces femmes, il y a quand même la question de l'expérience et de la pratique parlementaire. La pratique parlementaire qui va intervenir. Parce que de ces femmes que j'ai citées, je trouve que Claudine Afiavi Prudencio a
quand même une certaine longueur d'avance par rapport à celle-là, parce que la pratique parlementaire, elle a eu l'avantage d'avoir déjà siégé au bureau, donc elle comprend les codes, parce que là-bas encore c'est un autre couvent. Une chose est d'être au Parlement et une autre est de faire partie du bureau. Donc elle a été au couvent comme on le dit, et donc pour aller au couvent sans protocole, il faut avoir été initié. Et donc, c'est celui qui a été initié une fois qui peut y avoir accès facilement. Et donc, de ce point de vue-là, je pense que Claudine Afiavi... Il ne faut pas oublier, on est initié une seule fois. Une seule fois, évidemment. Et donc, de ce point de vue, je pense qu'elle a quand même la poigne, la trempe nécessaire. Et je pense qu'elle peut véritablement représenter son parti. Parce qu'une femme qui a dirigé un parti politique avec autant de... et qui a pu contenir sans effritement, et qui est revenu, et qui a pu connaître un certain nombre de mutations sans effritement, qui a pu gérer des hommes sans effritement, je trouve que c'est une belle personne qui a la capacité nécessaire de pouvoir gérer l'Assemblée nationale, à mon sens. Attendons-nous un peu sur la liste, avec la liste UPR. D'ailleurs, puisque vous parlez de désignation de la majorité, ça dit que le président sera choisi par la majorité. Attendons-nous un peu sur la liste UPR, si vous me permettez, Hector Zogo, pour voir à peu près les femmes élues sur la liste UPR en faveur de la loi, cette loi-là, sur la discrimination positive. Est-ce que vous voudrez bien nous aider à en avoir une idée par rapport à l'UPR? Oui, par rapport à l'UPR. Sabi, je vois une certaine Sabi Mohamed Djamila Tou, élue dans la première circonscription électorale. Par rapport à l'UPR, je vois Tchabi Goro Baké. Est-ce que vous connaissez cette figure, élue dans la deuxième circonscription électorale? Je vois une certaine Tchanati, d'accord, Jeanne. Non, ça c'est Bloc républicain. Je vois, par exemple, Meou Afiavi Solange, d'accord, dans la 5e circonscription. Bon, par contre, cette figure, je la connais. Par contre, elle, on la connaît, on n'entend pas souvent parler d'elle. Oui, donc, oui. Elle a fait la 9e. Oui. Elle a fait la 9e. Oui. Je vois ici une certaine Tony. Bon, Claudine Prudencio, on en a parlé déjà. Je vois Madame Tony Gimba Fatouma, de l'UPR, élue dans la 7e circonscription électorale. D'accord? Nous allons avancer directement pour voir une certaine Gisèle Sewade. Je ne sais pas si elle n'a pas... Ce nom me dit quelque chose. C'est comme si elle a siégé à la 9e, mais bon, je ne sais pas vraiment. Elle a été élue dans la 12e circonscription électorale. Et puis, également, dans la 16e circonscription, nous avons donc... je vois ici un nom masculin, mais qu'on classe parmi les femmes élues, sinon que j'ai Adjovi Chantal, qui a été élue. J'ai une certaine Dadeyon Alice Melevi dans la 18e circonscription. J'espère que nous y sommes. Voilà. Cécile Segbeyon à Oumenou. Voilà. Est-ce que Cécile est revenue pour la 10e législature? Je ne crois pas. Je n'ai pas entendu ce nom. Je ne sais pas. Vous l'avez entendu? On va vérifier tout ça. Mais de toute la façon, des noms qu'on a pu entendre tout à l'heure, moi, il y a quand même deux figures simplement qui marquent mon esprit. Il y a Meou, il y a Madame Meou, et puis il y a Claudine Afiavi Prudencio. Et c'est aussi ça le problème. C'est aussi ça le problème. Lorsque vous êtes, je veux dire, acteur politique, vous devez votre engagement politique doit être de telle sorte que quand on évoque votre nom, vous êtes présent dans l'esprit des gens. Évidemment, comme les hommes, aujourd'hui, quand on dit Rachidi Badamassi, qui ne connaît pas Rachidi Badamassi? L'animal politique. Quand on dit Barthélémy Kassa, qui ne connaît pas? Quand on dit Adrien Mbedi, qui ne connaît pas? Il faut que les femmes aussi arrivent à ce niveau de manière à ce que, aujourd'hui, quand on dit Afiavi Claudine Prudencio,
Ça dit, au moins, ça dit quelque chose. Quand on dit Marie-Lise Bédot, ça dit aussi quelque chose. Ça dit aussi quelque chose. C'est de ça qu'il s'agit également. Donc, vous ne pouvez pas être... Quand on dit Sophia Touchanou... Sophia Touchanou, ça frappe. Ça frappe. Vous ne pouvez pas aller dans sa circonscription et dire Sophia Touchanou. Le problème que vous évoquez, c'est un problème d'investissement au niveau de la communication politique. Évidemment. Alors, évidemment. Oui, c'est évidemment. C'est un investissement énorme en communication politique. Et il faut investir. Et quand on est acteur politique, il faut investir, n'est-ce pas, donc dans la communication, parce que ça a son effet. Ça a son effet. Et les acteurs politiques doivent comprendre ça. Et ça, je fais un détour pour vendre ma marchandise, pour dire que les acteurs politiques doivent savoir collaborer avec les journalistes, les communicateurs. Les journalistes, parce que ce sont eux aujourd'hui qui vendent votre image, ce sont eux qui vous défendent comme vous avez dit. Donc, et je voudrais quand même, puisque nous sommes en train de parler du perchoir et on est en train de s'intéresser aux différentes figures, femmes notamment, qui pourraient briguer ce fauteuil-là, je vais venir sur un élément fondamental qui aura retenu mon attention pendant la période de campagne des législatives. C'est par où l'honorable Claudine Prudencio a commencé sa campagne. Vous imaginez la couche sociale qu'elle a préféré rencontrer pour la toute première fois, ce sont les personnes vivant avec un handicap. C'est impensable, c'est-à-dire c'est un coup de communication, coup de maître. Vous ne pouvez pas l'imaginer. Au moment où on est en train de vouloir dire, oui, on veut faire de la communication politique, il faut aller sur le terrain. Elle demande maintenant à rencontrer les personnes vivant avec une situation de handicap. Et vous sentez que ces personnes avec qui elle a pu tenir cette première rencontre-là ne faisaient que des témoignages. Il faut que vous puissiez retourner à l'Assemblée nationale. Nous, on doit tout faire pour travailler pour que vous retourniez à l'Assemblée nationale parce qu'en son temps, c'est grâce à vous qu'on a pu avoir la loi qui permet que l'on respecte une personne vivant avec le handicap chez nous au Bénin. C'est des choses assez fortes, c'est des messages, je vais dire, assez forts. Parfois, nous avons à côté de nous des frères et sœurs qui se retrouvent peut-être aveugles, qui se retrouvent peut-être sourds-muets, et nous les marginalisons. Nous pensons un instant qu'ils ne sont pas des êtres humains. Nous bafouons leurs droits. Le parti Salon a réglé énormément cette question. Énormément fait. Et il faut y travailler encore. C'est ça. C'est-à-dire que si l'Assemblée nationale n'avait pas voté un texte de loi promulgué plus tard par le président de la République, ça aurait été difficile pour un gouvernement de le faire. Absolument. Donc, à l'époque, quand Madame l'honorable Afiavi Claudine Prudencio était à l'Assemblée nationale, voilà un texte de loi qu'elle a pu porter. Et grâce à ses pairs députés, le texte de loi a été voté à l'Assemblée nationale. Désormais, ça profite à nos frères et sœurs. Quelle famille aujourd'hui dira qu'en son sein, il n'y a pas une personne vivant avec le handicap? Nous-mêmes qui sommes là, qui tenons debout, nous avons un handicap que nous portons inéluctablement, que nous ignorons. Donc pour moi, avoir de pareilles figures au perchoir de l'Assemblée nationale, ça voudrait dire qu'il y a un message qui est en train d'être lancé par la formation politique qui fait ce positionnement-là. C'est le message de « nous allons nous intéresser aux couches sociales qui nous ont effectivement confié le pouvoir d'élire, c'est-à-dire de voter des textes et lois au nom de la République. » Je voudrais rappeler une chose. Je voudrais rappeler que je suis surpris de vos analyses puisque nous ne sommes pas partis au départ pour nous retrouver avec cette figure où on trouve que la femme la mieux positionnée
Pas du Claudine Prudencio, je suis bien surpris. Et c'est ça la belle analyse, compte tenu de son parcours, de tout ce qu'elle a déjà en fait, nous partons des faits. Engrangé. Mais, oui, je voudrais compléter un élément pour dire à ce que Hugues disait, pour dire que, en fait, que les gens comprennent l'angle sur lequel nous sommes en train de faire notre analyse là, c'est que quand on dit qu'on a des personnes qui sont bons, qui ont le profil pour un certain portefeuille, on ne le dit pas sur un simple coup de tête ou par copinage. C'est clair. Voyez-vous, lorsqu'il y avait débat sur la réforme constitutionnelle, on a vu Claudine Afiavi-Prudencio qui a pris position et qui n'a pas pris une position partisane, mais une position scientifique et intellectuelle qui a quand même produit un travail. Et c'est ça qui fait l'homme politique. Et c'est ça qui démarque l'homme politique. Et donc, que les gens comprennent que, voyez-vous, vous n'êtes pas sur la scène parce qu'on vous pousse, mais vous êtes sur la scène parce que vous y travaillez pour. Et lorsque vous y travaillez pour, vous ne pouvez que vous faire remarquer. Et ce qu'on dit aujourd'hui n'est que la somme du travail abattu par cette femme. Et chacun doit pouvoir comprendre aujourd'hui l'engagement politique, le travail politique qui se fait est observable et visible sur le terrain par chacun, par les populations. Et les populations apprécient. Pendant les campagnes, j'ai quand même eu la chance de participer à une activité de Mme Claudine Afiavi-Prudencio. Lorsque elle invite la population, voyez l'engouement que les gens ont à venir participer. Et donc, forcément, elle marque les esprits, elle marque la population de sa circonscription de manière à ce que on puisse dire que c'est quand même une femme qui a du mérite et qui mérite un certain nombre de choses dans la politique. Et puis, elle s'est fait un rassemblement autour d'elle, c'est-à-dire que vous allez voir plusieurs leaders, d'accord, mais qui s'effacent facilement pour dire, bon, tant que c'est elle, on reste et on suit ses directives. Le cas de la 6e circonscription électorale, c'est un très bel exemple, c'est une belle figure qui nous permet d'apprécier aujourd'hui. Il y a quelques mois en arrière, ce qu'on disait au niveau de la 6e circonscription électorale, les leaders ne se comprennent pas, par communicant interposé, il se faisait de la guerre sur la toile. Et vous lisez tel communicant aujourd'hui qui soutient tel leader politique, et demain, c'est la réplique. Et pourtant, les mêmes acteurs se retrouvent au sein de la même formation politique. Il aura fallu qu'elle soit positionnée au niveau de la 6e circonscription électorale pour fédérer, pour rassembler, pour que tous se retrouvent. On a vu une cohésion terrible. On a vu une cohésion terrible. Chacun a laissé tomber son petit orgueil. Et puis tout est allé. C'est important de souligner cela. Ma dernière question, Hector Zogo, c'est de vous demander, est-ce que le PLE Renouveau est prêt pour confier le perchoir à une femme? Vous n'êtes pas dans le secret des dieux, évidemment. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Vous avez peut-être, je vous demande d'utiliser votre intuition. Ouais. Je ne suis pas dans le secret des dieux. La formation Union Progressiste Le Renouveau, c'est une formation qui effectivement porte, je vais dire, des valeurs qui impactent la vie des Béninois. Et par conséquent, quand je regarde un peu, je vais dire, la stratégie qui se met en place progressivement. Vous voyez une stratégie? Oui, il y a une stratégie qui se met en place. Le parti aujourd'hui aide le militant à s'approprier les valeurs républicaines. Un exemple simple, contrairement aux autres formations politiques, c'est le seul parti qui a exigé à ce que ces leaders politiques ne puissent pas mettre leur effigie sur les affiches, par exemple. Ça, c'est un sacrifice. Et le parti en a payé le prix. Mais juste là, c'est le Bloc républicain qui a formé ces députés et à la participation à l'Assemblée nationale, à siéger à l'Assemblée nationale. Non, mais l'Union Progressiste Le Renouveau aussi l'a fait. Ah bon? Si. Ils n'ont pas vulgarisé? C'est vrai qu'en termes de communication, ces derniers jours, peut-être qu'ils sont plus orientés vers, je vais dire, la question du perchoir. Et ça manque un peu de communication. Sinon, ils ont tenu. On n'a plus beaucoup de temps. Ils ont tenu. Que répondez-vous? Mais je réponds que l'Union Progressiste Le Renouveau, le parti Union Progressiste Le Renouveau est prêt. Compte tenu des enjeux, est-ce qu'il faudra attendre une autre mandature? Je ne saurais le dire.
Mais quand vous regardez la configuration, vous sentez quand même que le parti est suffisamment prêt à confier le perchoir à une femme pour pouvoir conduire les rênes. On entend beaucoup de choses, il peut y avoir des compromis. Quand on parle de parti majorité, est-ce que c'est vraiment le parti qui a la majorité qui prendra le perchoir? Vous avez vu? On peut avoir de compromis, on entend des noms comme Abdoulaye Biotchane, on entend encore les quotidiens ont affiché encore des figures aujourd'hui. C'est comme je vous le dis, si vous permettez en 30 secondes, et je conclus comme ça pour dire que quand vous prenez l'élection des maires, par exemple, au niveau de nos communes, c'est de manière transparente que le parti a sorti le protocole pour élire les maires UP, c'est-à-dire pas pour les élire, donc pour nommer, désigner les maires UP avec l'Union progressiste, le renouveau. Vous avez un protocole établi. Donc, je trouve quand même que c'est de la même manière, sans doute, qu'ils sont en train de travailler à sortir un protocole pour savoir quel est le profil idéal pour se retrouver au perchoir de l'Assemblée nationale. Et par conséquent, si c'est une femme qui remplit les conditions, il n'y a pas de crainte à se faire. En tout cas, on souhaite une très bonne chance à toutes les femmes qui siègent au niveau de cette mandature-là et qui, visiblement, pourraient obtenir assez de confiance de leur père. Très bien. Merci pour cette brillante participation à cette émission. Oui, Stéphane Akhinokhosou, la question est que vous voyez l'UPR ici, une femme au perchoir à la 10e législature. Bon, je pense que le parti devrait offrir chance égale à tout le monde. Maintenant, au regard de la réalité, comme on le dit, il y a, je ne sais pas, je vais dire là, vous nous avez achevé. Donc, je ne sais pas si les femmes vont s'en sortir indemnes. On va prier juste. On va garder espoir qu'elles puissent s'en sortir parce que ce serait quand même une joie pour nous de voir une femme. Mais je crains juste. Je crains juste pour elle, mais je nourris de l'espoir. Voilà. Il faut mieux nourrir l'espérance que de nourrir l'espoir. Voilà, nourrissez l'espérance. Voilà, c'est sûr, donc, ces mots d'espérance que nous allons clôturer cette émission. Nous espérons qu'à défaut de confier le perchoir à une femme, que les postes seront massivement en majorité occupés par des femmes. Pourquoi pas? C'est aussi un souhait. Oui, c'est aussi un souhait pour qu'une fois nous puissions faire la marche vers, pourquoi pas, la responsabilité, laisser la femme diriger. Et il faudra quand même rêver que nous ayons une femme présidente un jour. Évidemment. Ça va commencer par l'Assemblée nationale, pourquoi pas. Mesdames, Messieurs, voilà un peu notre conclusion. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Hector Zogo, merci. C'est moi qui vous remercie. Stéphane Akhinokhosou, merci. Vous êtes tous analystes politiques. Vous, plus que ça, écrivains, essayistes et tout ce qu'on sait. Merci également à Marseille Yado qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe qui l'a entouré, l'équipe attentive. Oui, je vais dire à qui il est en train d'inoculer le virus de la compétence. Jeune et compétent Marcel Yedo. Et puis de l'autre côté, Gérard Moussa. Merci à toutes et à tous. Bon week-end d'attention sur nos routes et à bientôt.